Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source, dédié au sport et au digital. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir deux invités de prestige, Jean-Baptiste Alliot, directeur de l'innovation au sein de l'UEFA, et Mathieu, SVP Opta. Mais je vais peut-être vous laisser vous présenter. Je t'en prie, vas-y. Ouais, c'est clair. Salut Dave, salut Matt. Jean-Baptiste Alliot. Désolé déjà parce que je vais parler beaucoup en franglish, donc il y aura beaucoup de termes en anglais, donc je sais que ça va énerver pas mal de monde. Sur mon parcours, je suis aujourd'hui le head of de l'innovation à l'UEFA, donc du UEFA Innovation Hub. J'ai pas du tout fait d'études dans le sport. J'ai fait Sciences Po à Toulouse et je me suis dirigé dans tout ce qui était carrière administrative, enfin action publique. J'ai fait une année de mobilité aux États-Unis, en Australie. J'ai pas mal travaillé dans le milieu politique, dans des lobbies ou des think tanks, donc relations internationales ou après l'année d'élection d'Obama, donc dans le Parti démocrate. D'aller dans le sport à terme ou pas du tout ? Non, pas du tout. Pas du tout. C'était plus analyse de politique économique et politique publique. Et en fait, c'est ce qui m'a amené en fin de master à aller à Bruxelles. Et j'ai travaillé pour un cabinet de conseil où là, j'ai cherché plus dans les industries créatives et le sport, parce que le sport m'intéressait. Mais c'était principalement pour faire des études pour la Commission européenne, par exemple sur l'impact des transferts des joueurs ou la lutte contre les fraudes, ou gérer un portfolio de clients dans le monde du sport, mais avec l'aspect politique publique et affaires européennes. C'est hyper intéressant ça, parce que je savais pas que tu étais arrivé dans le sport par un autre aspect du monde sportif et du business sportif qui est plus la politique et le lobbying. Ouais, exactement. Alors, c'était pas du tout, c'était vraiment plus sur l'aspect régulation et politique publique. Donc là, c'était vraiment sous des mandats Commission européenne et puis l'unité sport qui cherchait un peu à comprendre aussi comment fonctionnait le marché des transferts, les trucages de matchs, mais aussi comment fonctionnait aussi le monde sportif et comment leurs compétences d'appui au niveau européen pouvaient leur permettre pas d'interférer, mais d'avoir leur mot à dire et d'essayer de pouvoir réguler ou d'avoir des pistes de recommandations sur des politiques publiques dans le monde du sport, quoi. Donc j'ai fait ça pendant presque 2 ans. Puis j'ai pas mal travaillé aussi en partenariat avec le cabinet de conseil dans lequel je bossais, avec un think tank qui s'appelle Sport et Citoyenneté, qui était à l'époque, qui est toujours, je pense, le premier think tank européen dans le monde du sport. Et puis après 2 ans, en fait, j'ai intégré l'UEFA. J'ai intégré l'UEFA sur ce qui existe aujourd'hui comme la UEFA Academy, donc c'est tout ce qui était Education and Research. Donc je m'occupais principalement de programmes de formation pour des exec education. Et ça, quand on situe, du coup, c'est il y a combien de temps ? C'est il y a 5-6 ans, c'est ça ? Et en 2014. Okay. Ouais, 2014, je dirais 2014 jusqu'à fin 2015. Plus ou moins, donc vraiment 2 ans où j'ai repris par exemple le MESGO, qui est un master vraiment dédié pour les présidents ou les secrétaires généraux de fédération. Et à côté de ça, on a mis en place le MIP, qui est c'est un master, c'est une formation continue, mais c'est un master exécutif pour des anciens joueurs qui veulent se former, pas pour être coach, mais pour travailler du côté manager. Donc off pitch, pas vraiment sur on pitch. Et puis on a mis un programme pour les juristes, donc du football law programme. Bref, je gérais 5-6 programmes aussi de formation pour en fait comment tu professionnalises le monde du sport. Et à côté de ça, vu que j'avais fait pas mal de recherches et de rapports, j'ai aussi géré tout ce qui était le UEFA Research Grant Programme, donc un programme de bourse de recherche. Et puis on a mis en place aussi par programme de rapports et de programmes sur études d'impact économique de l'Euro 2016 en France ou des choses comme ça, quoi. Et sur tous ces programmes que tu cites, vous vous basez sur des programmes existants à l'international, sur des best practices qui sont faites déjà par d'autres fédérations, Ouais, alors on est un peu leader. Enfin, je vais pas trop vendre l'UEFA, mais l'UEFA est assez leader. La UEFA Academy a plus de 10 ans. Elle a vraiment commencé à former. Alors oui, en benchmark. C'est clair qu'on fait un benchmark. Mais on va dire que dans le monde du sport, t'as pas beaucoup de formations. T'as vraiment celles qui sont connues, c'est le FIFA Master ou la ISTS à Lausanne. T'as vite fait la FIMBA à Liverpool. En France, t'as le CDES, Centre de droit d'économie du sport, qui est hyper reconnu. Alors, t'en as de plus en plus des business schools, mais le sport, il y a 10 ans, c'était pas vraiment les business schools. Voilà, elles faisaient plus du market ou du digital ou autre, mais t'avais pas vraiment de master appliqué dans le sport. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment pris ce qui se faisait de mieux sur le marché, mais on l'a fait à notre sauce avec les leaders du marché dans certains domaines, et on a appliqué la com au sport, la gouvernance du sport. Donc on a vraiment créé
en fait, l'UEFA était fer de lance avec des partenaires académiques pour créer le contenu aussi, quoi. Donc, on s'est entouré de différentes universités qui étaient leaders dans chacun des thématiques pour mettre ça en place, quoi. Il y a une explication sur le fait que ce soit l'UEFA qui ait pris le lead sur ce sujet-là à travers toutes les institutions? Ouais, l'UEFA, on est une association d'associations, donc on est la Confédération européenne, on représente 55 fédés. C'est un peu notre rôle en tant que, on est là pour promouvoir, développer et protéger le foot. Promote, protect, développe. On organise des compétitions, mais dans tout ce qui est promotion, protéger, développer, l'éducation est au cœur du métier. Donc, on le fait dans plein de domaines, quoi. On le fait pour les gens qui gèrent le business du football au quotidien, que ce soit dans le marketing, dans la com, tous les professionnels, tous les managers dans les fédés, dans les clubs. Et nos collègues qui sont plus dans l'aspect technique le font aussi. Donc, tu as toute la UEFA Coaching Convention où on aide les coachs et tout. Donc, on vient aussi en appui aux fédérations. Donc, on le fait pas tout seul dans notre coin. Souvent, les participants sont eux-mêmes des gens des fédérations. Donc, je crois qu'il y a plus de 2000 diplômés maintenant de cours qui a été dispensés par l'UEFA. Avec beaucoup de gens qui venaient des fédérations. Et donc, c'est 55 territoires. Je vais pas dire marché, mais c'est 55 fédérations. Donc, au final, c'est aussi différentes réalités. Et à chaque fois, on adaptait aussi, t'as un curriculum commun, mais on a du présentiel et du online. Ça dépend vraiment des cours. Donc, on a vraiment tailor-made selon les audiences, selon les besoins. Et du coup, on a vraiment un bon portfolio, quoi. Mais ça, j'ai fait ça jusqu'en 2015, 2016. Où après, je vais pas refaire toute l'histoire, mais il y avait un peu le FIFA Gate à l'époque. Donc, Blatter qui était pas très bien avec ses histoires à la FIFA. Ça a pas trop impacté l'UEFA d'un point de vue organisation. Alors nous, ça a été touché juste d'un point de vue personnel avec notre président de l'époque, Michel Platini. Mais sinon, en tant qu'organisation, pour nous, ça a pas trop changé quoi que ce soit. Mais je vais plus dire que moi, je travaillais dans les National Associations, donc on représentait nos membres. Et j'ai joint l'équipe Relations internationales à cette époque-là, qui est en fait une nouvelle unité qui venait de se créer. Et c'était en fait pour gérer les relations avec les confédérations, donc la CONMEBOL, la CONCACAF, l'OFC, la CAF et l'AFC. En fait, t'as la FIFA, t'as 6 confédérations, dont l'UEFA, et en fait, on avait très peu de relations. On avait des relations, mais elles étaient pas. Il y avait un MOU, il y avait un Memorandum of Understanding, mais elles étaient pas très développées. Et du coup, on m'a proposé de reprendre ça. Enfin, on m'a proposé pendant que ça se développait de gérer les relations avec les fédérations en dehors de l'Europe et de gérer les nouveaux programmes qui allaient se mettre en place. Et en fait, je faisais ça et en parallèle, je faisais pas mal de notes stratégiques sur la business transformation, sur l'UEFA en tant que comment notre industrie est impactée dans le monde de l'entertainment de manière plus générale. En fait, le fait de travailler beaucoup sur la UEFA Academy avec des présidents ou des secrétaires généraux, d'être avec le top management ou dans les relations internationales, on voyait vraiment le shift de l'industrie. Et puis à cette époque-là, je travaillais pas mal aussi avec mon nouveau directeur, donc Andrea Traverso, qui a mis en place tout ce qui est club licensing et fair play financier. Donc on avait accès à un bon pool de data qui nous permet aussi de mettre en lumière tout ce qu'on voyait ou tout ce qu'on ressentait, quoi, sur les TV rights, sur les transferts de joueurs, enfin sur pas mal de choses sur l'industrie. Et du coup, on a mis en place pas mal de notes stratégiques dès 2016 qui m'ont amené au fur et à mesure à mettre en place le Innovation Hub en 2018. Mais ça a pris un peu de temps parce qu'on a mis en place, en fait, il y a eu la création de l'Intelligence Center. C'est un peu pompeux comme nom, mais l'Intelligence Center regroupe la stratégie, la data et l'innovation. Donc avant que l'innovation se formalise, il y avait déjà toute la stratégie. Donc on a mis en place toute une feuille de route stratégique pour l'UEFA qui s'est concrétisée avec une officialisation de la première stratégie officielle. On en avait eu, mais qui n'avait jamais été officialisée en 2019. Donc 2019-2024, UEFA stratégie, roadmap. Et là, du coup, après, on a créé l'Innovation Hub comme véhicule pour aider à l'implémentation de la stratégie, quoi. Mais voilà un peu le parcours et d'où je viens, quoi. Ouais, c'est une bonne transition justement sur
pour la suite, parce que tu parles d'innovation et tu parles d'un plan, on va dire, jusqu'en 2024. Aujourd'hui, en fait, si on regarde les prochaines années de l'UEFA, il y a certains enjeux qui sont déjà un peu identifiés sur la réforme des compétitions européennes, le marché des droits. On parle aussi pas mal de concurrence technologique, de stratégie aussi technologique avec une plateforme OTT, UEFA TV notamment. Tu peux nous expliquer un peu tous ces enjeux et justement quels sont les plans de l'UEFA jusqu'en 2024? Ouais, alors bon, ça va être prétentieux de ma part que j'explique tous les plans de l'UEFA, qu'on explique tout et que je déploie la roadmap. Bon, d'un point de vue stratégique, sans être trop corporate, faut se rappeler que l'UEFA, on est non for profit et que oui, tu viens de le dire, concurrence technologique, oui, changement de l'entertainment. Donc, c'est clair qu'on prend ça on prend ça en compte, on met en place pas mal de choses. Le 4e pilier stratégique de la stratégie, c'est tout ce qui est lié à la prospérité, donc avec l'axe prioritaire qui est le fan engagement. Beaucoup de gens sont intéressés là-dedans. Après, faut pas oublier que nous, on a le pilier numéro 1, c'est le football. Donc, comment on s'assure que le football reste number one? Donc, c'est la pratique. Donc, c'est comment on aide toutes nos fédés à mettre en place des programmes de grassroots, comment on leur vient en aide pour que les clubs au niveau amateur puissent aussi développer le foot et pas que le foot masculin. Donc, on a un énorme plan stratégique sur le women's. C'est très important. Donc là, on parlait de grassroots, donc juste pour ceux qui connaissent un petit peu moins, donc c'est vraiment l'académie et donc former dès les plus jeunes. Football et puis aussi base, partout, voilà, le football de base. On sait que le football masculin est déjà très développé. Vous avez effectivement une grosse stratégie sur le football féminin. On voit d'ailleurs pas mal de diffuseurs qui commencent à s'y intéresser. Vous, quels sont vos ressentis déjà sur cette première tendance qui se crée là depuis 2-3 ans? On va dire depuis même la Coupe du Monde qu'il y a eu en France. Franchement, le marché répond bien. Enfin, si on parle de marché, pour nous, on a signé Hublot. Il y a Visa qui est venu très directement. On a aussi des broadcasters ou des telcos qui viennent. Ouais, le football féminin, ça attire. La Coupe du Monde, on le sait, la Coupe du Monde à Paris, enfin en France, a eu un énorme succès. On l'a vu. Pour nous, il y a pas trop de débat. C'est juste, pour moi, le but, c'est qu'on appelle ça du football. Enfin, la stratégie UEFA, je veux dire, pour moi, pour l'UEFA, c'est qu'on appelle ça du football. Oui, d'ailleurs, 2024. Le terme égalité est souvent repris dans voilà. Et le football féminin, en fait, c'est plus qu'il y avait des stéréotypes ou quelque chose de culturel, et tu l'as encore un peu partout en Europe. Hein. Il y a que t'ailles dans le centre, sud, nord, est, ouest. Voilà, c'était avant tout culturel. On voit qu'on ouvre les portes et l'engagement, il est là. Moi, je peux parler de certains partenariats qu'on a fait. Donc, j'ai cité Hublot, mais par exemple, là, on a fait un partenariat avec Disney. Donc, ça fait aussi partie de la nouvelle mentalité avec l'Innovation Hub, mais aussi les différentes divisions, que ce soit marketing ou même football, où on essaye de développer la pratique. Mais tu vois, pour engager encore plus les jeunes de 6 à 11 ans ou 12 ans, on a créé le UEFA Playmakers et c'est en partenariat avec Disney. Il y a 10 ans, on n'aurait jamais fait un partenariat ou pensé faire un partenariat avec Disney. Donc là, si tu vois comment on engage un peu avec des partenaires non traditionnels ou moins présents, et c'est vraiment ça qu'on est en train de faire pour la stratégie. Et je pense que ce qui est super intéressant sur ça, c'est que tu as une sempiternelle question autour du foot féminin, c'est la génération de revenus. On dit toujours, c'est un marché nain par rapport au football, ce qui est le cas aujourd'hui, purement en termes de revenus, mais typiquement, ça t'ouvre un spectre aussi qui est nouveau, avec des partenaires, tu le disais, qui s'en foutent du genre, que ce soit des jeunes garçons, des jeunes filles, pour eux, c'est pareil. Donc, tu vois, cette question du revenu, je pense qu'elle va être réadressée parce que ça en génère de nouveaux types. Donc toi, en gros, ce que tu nous dis, c'est qu'à l'UEFA, cette barrière et cette méconsidération ou déconsidération que tu pouvais avoir avant du football féminin, elle n'existe plus et les deux sont approchés comme des... Ouais, bon, alors, la réalité du marché sera toujours là. Donc, clairement, les droits télé ou les droits de sponsoring, on va te rappeler que le foot féminin génère moins. Donc, quand on te demande l'égalité salariale dans tous les débats, tu vas dire oui, mais c'est dur de dire on va réussir à payer une Rapinoe si elle venait jouer, on sait rien, à Lyon, le même prix qu'un Messi ou qu'un Ronaldo, parce que tout simplement ça génère pas les mêmes revenus. Mais nous, d'un point de vue institution rights holder et puis institution de promotion du foot, d'une certaine manière, on s'en fiche. Et nous, on est là pour réinvestir l'argent dans le foot. Et je vois pas pourquoi on le réinvestirait seulement pour le football masculin. Notre but en tant qu'instance gouvernante, c'est de la réinvestir pour tout le monde. Ouais, pardon, excuse-moi, mais pour toi, justement,
c'est aussi intéressant, c'est vu que ça génère moins de revenus aujourd'hui, t'as plus de levier en termes d'innovation peut-être. Mais c'est exactement ce que j'allais dire, si je me permets de compléter, Dave. C'est qu'en fait, je pense que l'opportunité que donne le foot féminin, c'est aussi de sortir du prisme du sport financé par les droits. C'est-à-dire que du coup, tu as beaucoup plus de leviers pour jouer. Tu dois aller chercher mécaniquement des revenus ailleurs. Tu es moins concentré sur ce que tu vends au broadcaster. Et forcément, ça laisse de la place à l'INO, à des trucs un peu plus créatifs. Il y a beaucoup moins de limites. Et on va dire que moi, dans l'Innovation Hub, le Women's Football, c'est vraiment, je vais pas dire c'est mon terrain de jeu, mais c'est aussi les gens avec qui je collabore étroitement parce qu'ils doivent aussi faire face à moins de moyens. Donc c'est là où tu dois aussi être un peu plus inventif. Plus de créativité. Ouais, c'est là où tu dois chercher d'autres leviers. Mais bon, si je peux en citer, je sais pas quand est-ce que ça va être diffusé, hein, ce podcast. Un exemple qu'on a, c'est un des broadcasts, enfin un des data providers sur lequel on a fait un UEFA Startup Challenge l'année dernière. Second Spectrum, par exemple. Ça va être officialisé dans quelques semaines, quelques mois, je sais pas encore. Maintenant avec le Covid-19, on sait pas. Mais Second Spectrum, par exemple, va être le data tracking service provider pour la Women's Champions League pour les 2 prochaines saisons. Donc on s'autorise à prendre des nouveaux entrants sur le marché du football féminin, si je peux l'appeler comme ça. Mais on invente d'autres choses. Donc Disney, c'est une chose. Avec Visa, on a créé la campagne We Play Strong, donc aussi pour comment on dynamise le football féminin, mais comment on parle plus aux jeunes filles. Nous, là, enfin moi, à l'Innovation Hub, on est en train de mettre en place, en partenariat avec la UEFA Academy, un Innovation Bootcamp. Donc là, c'est vraiment genre 40 personnes sur une semaine. Comment tu mets en place des stratégies d'innovation au sein de boîtes en utilisant le sport et l'entertainment comme levier pour cela. Et là, le but, c'est how to redefine the fan experience. Et là, on l'applique vraiment sur la women's football. Donc, l'idée, c'est de se dire que le women's football, à la fin, c'est un autre produit. C'est d'autres consommateurs, c'est d'autres fans, c'est plus familial, c'est différent. Et donc là, notre but, c'est à travers ces Innovation Bootcamp. Bon, après, je vous expliquerai vraiment la stratégie d'Innovation Hub, donc je vais pas trop rentrer dedans, mais c'est donner les outils et les méthodologies au staff UEFA, mais aussi leur faire ouvrir de nouveaux horizons en rencontrant d'autres personnes. Mais en plus, l'idée, c'est de les faire travailler avec des gens externes sur la redéfinition de la fan expérience et sur la redéfinition de notre valeur ajoutée sur le produit football féminin. Et ça devient super intéressant parce que, alors oui, tu as les core fans et tout, mais comment on va chercher un public plus familial? Quelle proposition de valeur on peut avoir dans le in-stadium ou le behind-screen qui est différent? Je vais pas dire qu'on va changer la taille des poteaux, je vais pas dire qu'on va mettre 12 filles au lieu de 11, mais voilà, est-ce que ça doit être filmé différemment? Est-ce qu'on doit avoir des plans différents? Est-ce qu'on peut réfléchir à quand tu es dans le stade, tu sais, t'as des places plus familiales ou t'as des activations aussi sponsors qui sont différentes. Enfin, t'as tout un produit à repenser et à réimaginer et on part d'une page blanche un peu sur le football féminin et c'est ça qui est génial. Et tu vois que t'as un engouement. Donc le problème de l'argent et puis pour nous en plus, c'est qu'on est là on est non for profit, on redistribue 80% de nos revenus. L'UEFA, personne ne le sait, c'est qu'on redistribue 80% de nos revenus. On prend en termes de charges 6 à 8%. Pour organiser toutes nos compétitions, on en a 19. On organise plus de 2000 matchs par an. Et voilà, il y en a que 3-4 qui sont lucratives. Donc si on était une boîte privée, bah on fermerait 15 compétitions quoi. Donc là, on continue. Women's football, donc le under 17, under 19, on continue. Et pour nous, c'est un vrai axe de développement et je pense que ça va faire que grossir, quoi. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Et quand tu parles d'ailleurs de revoir la stratégie, tu t'as parlé de diffusion, etc. Et là, je vais l'élargir on a pas mal parlé du football féminin. Je vais l'élargir au football au global. Il y a des nouveaux entrants. On parle des GAFA. On parle voilà, d'une stratégie de certains diffuseurs, etc. Vous, en interne, vous avez lancé UEFA TV, donc plateforme OTT de l'UEFA. C'est un véritable enjeu pour vous parce qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, sur le foot masculin, les droits TV, c'est quelque chose qui est hyper important en termes de revenus, moins sur d'autres compétitions. Comment vous positionnez sur tout ça par rapport à tous les offres entrantes? On peut aussi comparer, si on prend la LFP avec l'entrée de Mediapro, les droits voilà qui passent des sommes maintenant assez hallucinantes. Vous positionnez comment là-dedans? Bon, là-dessus, c'est clairement l'équipe marketing, donc Guy Laurent Epstein, donc Guilo, et puis Craig, mais avec Maurice Tolnard, donc sur tout ce qui est partie broadcast et puis digital.
Clairement, le lancement de la UEFA TV, donc notre TT en 2019, ça fait partie de la nouvelle stratégie aussi qu'on a mis en place. L'idée, c'était vraiment d'être un peu plus D2C, donc direct to consumer. C'est pas forcément de venir directement en concurrence avec nos broadcasters et tout, parce que tout ce qu'on a sur UEFA TV, on le met en free. Et puis en plus, c'est plus donner plus de visibilité à ces compétitions mineures. Donc la Youth League, qui est la version junior de la Champions League, mais c'est aussi le football féminin. C'est quand t'as pas de droit télé ou que t'en as presque très peu, c'est de dire sur certains marchés, nous on peut y aller et on peut offrir en gratuit. On peut donner la possibilité aux gens qui veulent engage with our competitions, la possibilité de le voir. Là, on vient de lancer, un partenariat avec eSense où des millions de gens qui ont les télé eSense pourront accéder à la UEFA TV. Donc, ça fait vraiment partie aussi d'une stratégie plus globale. Ça remet vraiment pas en cause le marché des droits, on va dire télé, parce qu'aujourd'hui, même si c'est le business traditionnel et qu'il est voué à évoluer, tu te rends compte que les vieux broadcasters aussi, sont liés à évoluer. Les telcos sont toujours là, mais l'entrée BATX, GAFA, ce que tu veux, c'est sûr que ça va rebattre les cartes. Pour le moment, ils sont pas arrivés avec des grosses offres, donc à voir. Ça n'a fait que augmenter au cours des dernières années. À voir le nouveau cycle. Là, on est sur 21-24. On va aussi préparer 24-27 pour nous sur tout ce qui est club. Mais sur compétition nationale, on travaille aussi à 2022-2028. Clairement, le modèle actuel, il est pas voué à s'effondrer demain. Vas-y, je te laisse. Ouais, non, mais ouais, c'est pas voué à s'effondrer demain, mais là, on est en train de mettre les bases pour se préparer pour l'avenir. Et si on a besoin de rentrer plus sur une offre, direct to consumer, mais c'est aussi pour nous, c'est en fait travailler de manière plus intelligente avec les telcos pour aussi mieux comprendre nos fans avec eux. Donc, on travaille aussi en profondeur sur tout ce qui est le back-end. Bon, le front-end aussi, mais surtout ce qui est notre CRM. Donc là, c'est vraiment une grosse équipe qui travaille là-dessus aussi avec tout ce qui est sponsor. Sur comment on a vraiment des insights et comment on connaît encore mieux nos fans qui engage avec nous, avec nos produits, nos compétitions et comment on est plus à même de répondre à leurs attentes. Voilà. Ouais, ce que j'allais dire, c'est que, tu vois, pour moi, il y a une théorie qu'il faut misbuster, tu vois, directement, comme dirait, je fais du franglish comme toi, mais la théorie du grand remplacement tu vois, des broadcasters traditionnels par les GAFA demain, je pense qu'on a suffisamment d'éléments aujourd'hui pour dire que c'est pas ce qui se passe. Tu vois, c'est une évolution technologique et les broadcasters traditionnels, ils sont aussi capables d'évoluer technologiquement. Il y en a qui le font très bien. On n'est pas là nécessairement pour les citer, tu vois, mais il y a des transformations digitales qui se font très bien. Non, mais tu vois, Sky, c'est toujours un bon exemple. En France, on peut aussi faire de ce fait Canal+ sur la partie. Sur la partie de plateforme, OTT, plateforme, bien sûr. Donc on a très bon use case de broadcasters traditionnels qui se réinventent et qui arrivent à faire sa transition digitale. Après, si tu veux, ce qui a pu perdre les gens à un moment, je pense que c'est effectivement quand tu vois les GAFA arriver qui sont pas économiquement sur la même échelle, tu te dis si effectivement ils commencent à payer les droits en milliards, il n'y a plus de sujet. Mais c'est pas leur ambition, c'est pas leur skill, c'est pas ce qu'ils veulent faire non plus. Donc je pense que ça a mis un peu de temps dans les structures comme l'UEFA, enfin les ayants droit, ceux qui vendent des droits pour se normaliser un petit peu cette compréhension du marché. Mais je pense que du coup, et ça c'est plus une question pour toi, c'est ce qui se passe ensuite à l'UEFA, ou à la LFP ou à l'NBA où tu veux. Est-ce que c'est pas vers les gens comme toi qu'on se tourne pour dire il y a quand même une transition technologique, il y a une transition digitale, il y a des nouveaux entrants. Moi, j'avais l'habitude de vendre des droits à Canal, à Sky Sport ou à ESPN. Comment j'approche et la transition technologique et le modèle économique qui va avec? T'as un chiffre de l'industrie, c'est clair. Et ça, ça, j'en reviens à notre stratégie de 2016 qu'on a mis en place, toute la nouvelle stratégie. Donc, l'UEFA TV et tout ça découle de la vision de l'UEFA, de se moderniser, de répondre à ça. Je dirais que pour nous, clairement, et on fait des tests avec les GAFA, tu vois, on a pris Facebook sur un marché comme le Brésil pour voir justement comment ça peut fonctionner, parce que eux aussi ils testent, ils veulent voir et ils sont pas prêts à venir en mettant des milliards et acheter tous les droits. Ouais, d'ailleurs, t'as pas mal d'entreprises qui testent sur le marché brésilien. Parce qu'en fait, t'as une population qui est vraiment variée. T'as des gros fans en plus, mais même, il y a Instagram, Facebook, ils ont sorti des nouvelles applications concurrentes à TikTok, etc. Voilà, ils se servent du Brésil parce qu'en fait, c'est un pays qui est déjà énorme, donc beaucoup de monde, différents marchés, etc. Aussi.
Donc en fait, t'as pas mal d'infos derrière. Brésil, Indonésie, tu peux penser à différents marchés comme ça, où pour nous, c'est des bons marchés. Mais pour tester après, sur l'idée de la shifting industry, pour nous, c'est plus d'essayer de penser. Donc là, j'en reviens, moi, à mes moutons, qui est l'Innovation Hub. L'innovation, et tu as parlé de transformation digitale, oui, c'est une composante. Et là-dessus, notre CTO, Daniel Marion, et même Craig Hepburn, qui est le Head of Digital, travaille à fond là-dessus, et c'est normal. Mais nous, en tant qu'innovation, on va plus loin sur l'innovation, c'est que on ne pense pas l'innovation comme purement VR et AR ou innovation technologique ou digitale. Pour nous, c'est how you remain relevant. Donc, c'est comment on reste pertinent, comment on anticipe les tendances de demain, comment on reste pertinent, comment on opère avec agilité et flexibilité. Et donc, quand on pense à anticiper les tendances de demain, c'est plus dans quelle mesure tu vois le sport, mais avec la culture, la fashion, la musique, comment tu le vois se modifier pour devenir une one industry. Donc vraiment sur le côté entertainment, mais avec le gaming aussi. Et donc là, c'est plus comment différentes plateformes, donc on parle de Twitch maintenant, ou comment Fortnite ou le e-sport, mais il reste, pour moi, c'est encore des bébés par rapport à ce que nous, on produit comme engagement sur un live event. Tu vois, tout le monde dit que c'est mort, mais la télé, tu regardes les 100 meilleures audiences aux États-Unis, 96, c'est un live sport event. Nous, on a les data là maintenant sur la période du Covid où tu n'avais aucun autre live event. Le e-sport, ok, il y a un engagement, mais ça reste encore quelque chose, pas de niche, parce que je peux pas l'appeler de niche et j'ai pas envie d'être méchant vis-à-vis de l'e-sport, c'est pas la question, mais c'est en termes d'engagement par rapport à nos autres stats. Pour le moment, alors qu'il n'y avait pas d'autres produits compétitifs sur le marché à ce moment-là et que tout le monde était cloîtré chez lui en lockdown, bah voilà, les chiffres sont encore très faibles. Donc pour nous, c'est plus sur la shifting industry de se dire comment les jeunes d'aujourd'hui et donc nos consommateurs de demain vont interagir, comment ils vont ne plus forcément payer, comment ils engagent avec YouTube, comment ils sont sur Twitch, comment ils sont sur Fortnite. Bon, on a vu les différents concerts de Francis Taylor ou autres. Voilà, c'est des choses que nous, on suit de près pour voir dans quelle mesure ça peut aussi... Mais je pense pas que ça va faire une révolution, mais ça va être les sponsors eux-mêmes qui vont venir vers nous, les telcos qui vont venir vers nous, et comment on va positionner le foot, ou comment le foot va être amené à s'être broadcasté peut-être là-dedans, quoi. Ouais, JB, il y a un truc qui m'a beaucoup intéressé dans ce que tu viens de dire, c'est que c'est des fois la misconception, je refais un peu de franglish, qu'on peut avoir de l'innovation. Et l'innovation, parfois, on peut se dire, oui, c'est très orienté produit. Parfois, on se dit, on va faire de la VR, on va faire de l'AR, on va faire un partenariat e-sport. Alors qu'en vrai, ma compréhension du truc et la manière dont moi je l'approche et la manière dont nos clients l'approchent, c'est avant tout du process. C'est avant tout transformer de manière générale, en fait. C'est pas simplement amener un nouveau produit à un nouveau partenaire. J'aime la question, j'aime. Clairement, ouais, t'as résumé ce qu'était l'innovation. Pour moi, c'est dur. Les gens, ils ont du mal à comprendre. Enfin, ils ont besoin de voir des produits pour comprendre ce qu'est l'innovation pour eux. Donc, c'est pour ça que souvent, ils pensent à, ouais, ce que tu dis, à la nouvelle réalité augmentée, la réalité virtuelle ou ce type de produit pour se dire, ah, ça, c'est innovant. Non, l'innovation, c'est 99%, c'est des process. C'est comment tu permets à une organisation et à ton staff de penser différemment, comment tu leur permets aussi de venir avec des idées, alors le terme de les pitcher mais c'est plutôt de les maturer pour démontrer de la valeur, mais de la valeur qui a du sens et avec des process qui sont rapides. Ça, c'est de l'innovation. Et donc, du coup, c'est vraiment une stratégie innovante. Alors oui, tu auras du digital, oui, tu auras du produit parce que, in fine, aujourd'hui, nos portables, tous nos devices, on passe beaucoup plus de temps dessus, on est beaucoup plus dans un monde digitalisé, donc tu peux pas faire sans. Tu peux pas ignorer ça. Tu peux pas l'ignorer, mais clairement, ce n'est pas. Sinon, je serais head of digital. Ouais, c'est ça. Et on a un head of digital. Et tu ferais des produits. Et on a un CTO qui est en charge de tout ce qui est infrastructure et qui nous aide. Et on travaille en synergie, main dans la main. Mais l'idée de l'innovation, c'est plus de anticiper les tendances de demain et de créer cet espace ou ces process pour qu'on puisse incuber des nouvelles idées, des nouvelles business lines à l'UFA. Donc ça, c'est plus à l'interne. Ou sur l'externe, comment on essaye de trouver des startups innovantes ou des solutions, mais qui permettent de nouveau de répondre à nos besoins stratégiques dans notre environnement. Donc ça, c'est super clé. Donc en gros, tu as deux axes de développement, un externe, un interne, toi dans ton rôle vraiment d'innovation. Et c'est quoi exactement tes axes de développement, j'ai envie de dire, mais aussi dans quel but tu les fais
et quelles sont finalement même les contraintes et les difficultés que tu rencontres toi au sein de l'UEFA pour intégrer toute cette innovation. Ouais, alors bon, beaucoup de questions. Ouais. J'aime bien, t'as vu, je fais un fourre-tout, moi. Après, tu te débrouilles. C'est pas mal. Je vais commencer sur l'Innovation Hub. Je vais être un peu corporate et je vais expliquer un peu ce qu'on fait. Et puis, je te mettrai un peu plus sur les difficultés, pas les risques, mais plus les difficultés qu'on rencontre. Donc, clairement, l'Innovation Hub, faut le voir comme le véhicule, comme l'outil qui permet, en fait, d'accélérer la mise en place de la stratégie. Donc, notre roadmap, c'est la stratégie et chaque business unit au sein de l'UEFA, chaque division a ses KPI pour atteindre la stratégie. Et donc, nous, notre but, c'est on vient en soutien à tout le monde pour la mise en place de ces KPIs. Et en gros, c'est que dans l'Intelligence Center, du coup, comme tu as les gens qui sont aussi en charge de la mise en place opérationnelle de la stratégie, on sait là où on est plutôt dans le rouge, dans l'orange ou dans le vert. Donc, on peut aussi choisir les différents projets en fonction des besoins aussi à un instant T. Mais pour revenir à la stratégie Innovation Hub, pour nous, on a 3 axes en fait de développement. Le premier qui est vraiment focus interne. Donc là, c'est vraiment sur Foster a Culture of Innovation. Donc là, c'est vraiment comment on change la culture et comment on accélère le changement en fait du personnel des collaborateurs de l'UEFA. Donc, on a fait un peu un audit interne. T'as des disparités, t'as des divisions, t'as des unités qui sont plus innovantes que d'autres. C'est lié aussi au cœur de métier. Mais moi, mon but, c'est d'aider tout le monde, n'importe qui à l'UEFA, et de leur dire, nous, l'Innovation Hub, on est une ressource pour vous aider à implémenter des projets ou à être plus innovant. Donc, ce qu'on fait là, pour te donner différents exemples, on a un produit ou un projet qui s'appelle Incubate a New Idea. Donc, on a créé un Innovation Lab, donc un espace dédié où on aide le staff. Tu viens avec une idée, en 3 mois, on t'aide from ideation to execution. Donc, en fait, on t'aide vraiment à te mettre du côté problem solving, donc comprendre le besoin, te mettre sur un segment particulier, conduire des interviews, voir vraiment les besoins, les tester avec le marché. Et après, tu as une phase plus développement où là, tu prototypes. Et après, tu as comme un MVP, quoi, un minimum viable product ou une sorte, whatever it is, quoi, une présentation ou un petit produit même digital que tu pitches au top management et on voit si on prend ou si on prend pas. Mais tu vois, c'est des process assez courts et tu vois si tu prends ça sur l'année ou sur ton prochain budget, quoi, pour aller plus loin. Donc ça, tu as Incubate, on a des Accelerate Project qui est plus cross-division. Et puis après, on a toute une partie aussi learning. Il y a beaucoup de choses que je fais, c'est beaucoup en lien donc avec la UEFA Academy et les RH. Donc tu as vraiment, en fait, ça c'est vraiment une idée de transformation interne où même, on va dire, les gens, tu as des incentives pour les employés pour qu'ils puissent faire, par exemple, on a mis en place des projets d'intrapreneurs. Donc c'est comme si tu travaillais comme un entrepreneur, mais intra, donc à l'interne. C'est comme si tu travaillais comme une mini startup avec 3-4 collaborateurs de différentes divisions. Et là, c'est reconnu dans ta fiche RH quand t'as des bonus ou autres parce que t'as 20% de ton assessment en fin d'année qui est utilisé pour ça. Changer les mentalités, c'est le principal enjeu. J'ai une vraie question sur ça parce que j'ai vu différents modèles. Est-ce que t'es du coup toi intéressé sur des revenus? Est-ce que t'as des objectifs en revenus dans le cadre de l'innovation ou vous le faites pas du tout à l'UEFA? Mon but sur ma stratégie personnelle Innovation Hub, c'est d'être en 2024. Donc moi aussi, j'ai une roadmap stratégique de l'innovation de 2019 à 2024 pour l'UEFA. Les 2 premières années, on n'est pas sur un revenue generator, mais à partir de 2021, on est sur un self-sustaining model. Et normalement, à partir de 2023, j'essaye de générer. C'est clé. Tu vois, enfin, t'en parleras mieux que moi, mais je pense que, tu vois, les élèves d'Amos qui regarderont ça s'y reconnaîtront, mais je leur dis toujours, dans sport business, malheureusement ou heureusement, je prends pas de parti, c'est pas moi qui juge ici. Le mot le plus important, c'est business, et que ça reste un marché, avec des échanges économiques, avec une offre et une demande. Donc, si tu fais quelque chose, quelle que soit l'institution, en général, il faut avoir un lien avec le revenu. Et le danger qu'il y a, je trouve, dans l'innovation parfois, et c'est là où beaucoup ont fait des erreurs. Non, mais c'est ça, ouais. C'est-à-dire que si tu dépensais. Ouais, tu dépensais, c'était de la preuve concept, innovation, tu leur donnes l'argent, truc et tu joues avec, et il y a un truc qui sort. Ouais. C'est ça. C'est aussi beaucoup de com, mais c'est très dur. Encore plus pour nous, on est à peu près 500-600 collaborateurs, à Neuro 800. Mais d'une certaine manière, et puis on n'a qu'un seul campus, donc on a peut-être des externes, mais on est tous au même endroit. Bon, je suis proche, enfin, j'ai fait beaucoup de benchmarks aussi genre à Nestlé ou Lego ou aux États-Unis. J'expliquerai plus les clusters que j'ai mis en place. Mais
pour ce type de grosse boîte, c'est encore plus dur. Ouais, parce que tu as des cultures différentes et tout. Mais oui. Alors, revenu generator, oui. Pour moi, en fait, je parle en termes de valeur ajoutée. Ouais, c'est ça. Et c'est pas que pécunier, enfin, c'est pas que financier. Pour nous, comme on est non-for-profit, on peut aussi mettre en place, par exemple, des nouveaux programmes ou des nouvelles innovations dans des process qui permettent aux fédés de passer moins de temps sur certaines choses. Mais du coup, c'est des KPIs en termes de temps. Donc, on a une plateforme, par exemple, sur je sais pas, organisation de compétition. Plutôt que tu cliques 30 fois, je veux dire une KPI toute conne, plutôt que tu cliques 30 fois, là, on a un projet pour que tu cliques que 3 fois. Cette personne, du coup, elle gagne 3 heures par semaine, ce qui fait X amount of time par an, ce qui fait qu'elle a dédié du temps à autre chose, ce qui fait que, in fine, ces 3 heures, tu as rationalisé quelque chose. Donc, et on revient à ce que tu disais, l'innovation, là, elle est structurelle. Voilà. C'est-à-dire que tu as apporté un changement de structure et tu as amélioré les process. Mais il te faut un process, exactement. Et forcément, tu as un impact sur le résultat au final. Mais il faut que tu aies la valeur ajoutée. Mais ça, du coup, il faut que tu aies aussi un vrai assessment de quelle est ta valeur ajoutée. Parce que tout le monde a des idées, tout le monde a des bonnes idées. Mais le truc au début, c'est OK, mais est-ce que ton idée, est-ce que tu en as parlé autour de toi? Est-ce que tu connais des gens? Et puis il y en a, là, c'est par exemple, on va parler un peu plus digital, mais c'est lié avec une app pour aider les gens sur le terrain. Et en particulier, différents segments. Mais ça peut être le staff UFA, mais des collaborateurs ou des broadcast partners ou autres. Je leur ai dit, OK, mais quel est vraiment le besoin? Parce que vous formulez ces hypothèses, mais peut-être qu'il faut choisir un segment. Donc, choisissez votre customer segment, les broadcast partners, allez les étudier, allez leur demander, faites des retours, faites un interview, assessez le truc, OK. Après, vous remodélisez, vous avancez, et après, vous venez, et en général, dans la phase de développement d'une idée, tu as toujours le business model, donc le business model Canva, que tu utilises. Et quand bien même c'est pas financier, ou au début ça peut l'être parce que tu investis, tu as besoin d'une valeur ajoutée. Si tu mets de l'entrant, faut que tu aies du sortant et faut que tu aies une valeur ajoutée, que ce soit du temps ou autre. Donc clairement, c'est au cœur de tout ce qu'on fait. Et dans les strategic guidelines et dans les strategic tags qu'on met, c'est clair qu'il faut que tu me montres dans quelle mesure tu apportes une proposition de valeur par rapport à ce qui est existant. Donc ça, c'est ce qu'on fait à l'interne. Si je reviens à ta question, c'était la stratégie d'Innovation Hub. Le deuxième pilier, c'est l'externe. Donc, pas de souci. Petit son, ça va? Petit problème technique. Non, c'est bon. C'est bon, tout est nickel. Donc, deuxième pilier, ce sera plus sur l'externe. Là, c'est comment... on l'écrit, c'est leverage UEFA's ecosystem. Donc, c'est comment on tire un meilleur parti de l'écosystème UEFA. Et donc là, on parle pas seulement des startups. Alors oui, c'est un écueil. Tout le monde pense startup directement quand tu penses innovation. Mais il y a aussi les universités. Il y a aussi, je dirais, des startups qui sont très, très avancées. Donc, pour moi, c'est limite des mini-compagnies ou c'est déjà des solution providers qui sont plus vraiment des startups. Et puis après, c'est un peu plus notre écosystème au sens large, donc avec les broadcasts ou les sponsors ou d'autres parties prenantes avec qui on peut avoir des nouvelles relations comme Nestlé ou autres qui faisaient pas partie de notre portfolio il y a 10-15 ans, mais avec qui on peut avoir des discussions sur tout ce qui est nutrition ou après pour d'autres sur la data ou sur du gaming, des nouveaux segments de marché, quoi. Donc là-dessus, pour la faire rapide, j'ai différents produits. Comme pour l'interne, donc sur l'externe, c'est plus on a mis en place mon équipe et puis un peu tout le monde des clusters. Donc on fait partie du RGA Global Sports Venture Studio, donc on est le seul la seule organisation européenne, mais on est avec la MLS, la MLB, il y a Fox, il y a Adidas. Donc on est une dizaine d'organisations qui échangeons et qui engageons avec différentes startups. Donc c'est un premier cluster. Comme on est basé à Lausanne, on a mis en place aussi avec ThinkSport le Sports Innovation Group, où là je travaille plus proche du CIO, donc le Comité olympique, la FIBA, donc la Fédération internationale de basket, la FIVB, donc volleyball, UCI qui est le cyclisme et FEI qui est équestre. Et vous avez beaucoup d'enjeux communs? Oui. En fait, si tu regardes, on est à différents stades de développement, on fonctionne pas pareil, mais au final, on est des fédés internationales. Bon, on est une confédération, mais on est des fédés internationales. Et au final, tu te rends compte que c'est les mêmes problématiques, c'est les mêmes enjeux. La réalité, l'environnement, le stade de développement est différent. Ouais. Donc, tout ce que je fais moi peut pas être appliqué chez eux et tout ce que font eux ne peut pas être appliqué directement chez moi. Mais clairement, il y a des synergies.
Et clairement aussi comprendre les tendances, enfin ce qui se passe aujourd'hui dans le sport. Et puis, je vais le dire très, très honnêtement et très clairement, pour moi, c'est pas mes compétiteurs. Même les autres sports industries, c'est pas nos compétiteurs. Plus il y a de sport, plus je suis content. Les autres formes d'entertainment, en fait, on se bat tous pour l'attention span de ça. Donc, plutôt que tu joues à Fortnite. Pour ceux qui nous écoutent en format podcast, je suis en train de JB est regarder en train de montrer son téléphone ou un Mac. Et effectivement, voilà, c'est ce qui nous suit tous les jours. C'est là où il y a the eyeball. C'est là où tout le monde regarde. Ceux qui te payent, in fine, veulent savoir combien t'as de personnes qui te regardent, combien de temps, quel est leur profil. La rétention, La l'engagement. rétention, exactement. Donc, in fine, on se bat tous pour ça. Mais je vais dire que si t'es une plateforme de sport, enfin, si moi, Jean-Baptiste Alliot, j'aime le foot, j'aurais 10 fois plus de chances d'aimer aussi le basket, de consommer et de rester dans cet environnement-là. Par contre, si je commence à consommer d'autres, je vais dire, produits culturels, c'est là où je sors un peu de l'écosystème sport et c'est là où c'est plus trop mes compétiteurs, entre guillemets. Ouais. Bon. Mais en tout cas, ouais, sur le cluster, on n'a pas encore très développé, mais c'est plus du knowledge sharing pour le moment. Donc vraiment partage de connaissances et un peu aussi, comme l'UEFA est un peu plus avancé, en termes d'innovation, c'est partage de bonnes pratiques là-dessus, quoi. Après, on a mis en place aussi un Football Innovation Cluster. Donc là, avec l'UEFA, mais on est très proche de la DFL, donc de la Ligue allemande, de la Bundesliga, qui est aussi très forte, qui est une référence en Europe sur l'innovation, exactement. On a le Barça Innovation Hub, on a la Johan Cruyff Arena, on a la KNVB, la FFF, donc la Fédé hollandaise et française. Donc tu vois, on a toutes les strates de la pyramide du foot pour vraiment discuter. Et là, c'est plus de mise en place de projets innovants ensemble pour qu'on ait des tests labs, pour qu'on ait accès à des terrains, à des joueurs et qu'on ait vraiment des synergies parce qu'on a vraiment des problématiques communes, quoi. Ouais, et surtout qu'après, toi, même en tant qu'UFA, t'as des enjeux qui sont vachement différents à parler à, comme tu dis, la FFF, qui est une grosse fédération, ou aller chercher une petite, je sais pas, je pense au Kosovo ou des choses comme ça, qui sont, voilà, des toutes petites fédés, mais qui commencent, voilà, à sortir un petit peu, là, pendant les éliminations, etc. On en parlait un peu plus. Mais on en revient, c'est le process. Là, c'est intéressant, tu vois, d'avoir justement faut répondre à tous les besoins de tout le monde, quoi. Ouais, et puis tu vois, je suis entièrement d'accord avec toi, et surtout que le Kosovo, il a encore plus besoin de toi. Donc, tu vois, comment tu fais pour répondre à un besoin qui est certainement beaucoup plus précis, à des challenges qui sont beaucoup plus grands, en te nourrissant, bah, effectivement, de ce que t'as fait avec la Fédé française ou hollandaise. C'est ça qui est intéressant. Mais tu poses les bases. Donc là, on a vraiment une grosse unité qui s'appelle UEFA Gro, donc qui est vraiment en charge à l'UEFA d'aider. En fait, tu fais un assessment stratégique de chaque fédération. On a un benchmark des 55 fédés pour voir, selon les différents domaines, là où elles performent bien ou moins bien, et après, on les aide à mettre en place des choses. Et donc, l'innovation fait partie de cet assessment. Et vous les silotez, c'est-à-dire que t'as par exemple, je sais pas, t'as 3 silos par rapport aux fédés, vous avez fait des groupes à peu près par rapport à leur niveau, t'as des groupes de niveau plus ou moins, entre très avancés, moins avancés et plus basiques. Et après, mais tu te rends compte que même celles qui sont, entre guillemets, les moins avancées, elles ont certaines forces dans certains domaines. Parce qu'en fait, on regarde, selon leurs produits digitaux, selon leur engagement, selon la participation, donc combien ils ont de grassroots players, donc de football, qui jouent dans leur club, d'enregistrement. Donc en fait, on a plus de 60 KPIs au total pour chaque fédération. Et en fait, on a même développé un modèle avec 10 universitaires qui s'appelle le Social Return on Investment. Donc chaque fédération, en fait, aide, de par son financement du football amateur et dans différents domaines. En fait, pour chaque euro que nous, l'UEFA investit, la fédération à 6 euros d'investissement de politique publique, en fait, que ce soit l'État ou autre. Donc, il y a plein il y a plein de choses comme ça, quoi. Ça, c'est des trucs qui sont clés à rappeler, selon moi, parce que on a tendance à vraiment dissocier l'amateur du professionnel ou du côté business. Tu vois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'amateur et le côté grassroots, comme on le disait tout à l'heure, il est nourri par le côté business. Et pour moi, cette scission qu'on veut imposer dans les footballs, elle n'existe pas. C'est que plus effectivement l'industrie prospère, plus il y a de bonnes idées, plus tu peux redistribuer. Et quand tu redistribues, ça va revenir nourrir après c'est un cercle vertueux. Faut que les gens comprennent, faut qu'ils pensent en écosystème aujourd'hui. Donc, même, tu vois, sur l'idée d'un breakaway des top 32 clubs ou top 24 clubs, j'ai envie de dire, très bien. Mais si vous vous coupez du football de base ou autre, ok, vous pouvez créer vos propres académies privées et tout, mais est-ce que tu veux vraiment un modèle à l'américaine, quoi? Est-ce que tu veux vraiment un modèle à l'américaine où c'est $2,000 par mois pour toi en tant que parent, pour que ton gosse, il aille faire 2 heures de foot? Là, aujourd'hui, en France, je sais pas combien c'est, mais c'est peut-être 50 ou 100 balles l'année.
Est-ce que tu veux payer 2000 balles l'année parce que tu seras à la PSG Academy et tout? Certains pourront se le payer peut-être, mais nous, en tout cas, dans l'écosystème et dans le football tel que l'on le promeut en Europe, on a un plan de financement avec le hat-trick qui permet de redistribuer des millions, certes, qu'on génère, mais c'est clé en termes d'échelle de redistribution pour permettre au football de base d'exister. Ça évite les inégalités aussi. Non, mais c'est aussi culturel. C'est ça. Voilà, c'est dans toute analyse économique de l'industrie que tu peux faire, il faut l'élément culturel. C'est pour ça que le débat que tu as très souvent sur est-ce que les ligues fermées, ça va marcher en Europe. Économiquement, ça peut marcher partout. C'est un modèle qui est vertueux, c'est viable, effectivement. Tu comprends pourquoi les gens le font. Sauf que le poids de la culture, notamment dans le sport, tu peux pas l'ignorer. Et j'imagine que pour eux, du coup, ou pour d'autres ligues, ou pour d'autres fédés, le positionnement quand tu réformes tes compétitions entre l'appel de la sécurité économique que tu offres une ligue fermée et le contrepoids culturel que tu peux avoir en Europe et notamment en France ou dans les pays du sud de l'Europe où la notion de promotion de relégation est hyper importante, où le challenger est quelque chose qu'on apprécie. Cet équilibre, il faut le trouver, mais c'est difficile. Et je suis persuadé, et tu vois, là je me mouille un petit peu, mais je suis persuadé que ton modèle de ligue fermée à l'américaine transposé en Europe, il fonctionne pas. Il fonctionne pas parce que on en a beaucoup parlé. Pour qui tu fais tout ça? C'est pour les fans. C'est pour les gens qui sont aussi tes clients, qui vont consommer ton produit. Tu deviens trop exclusif derrière. Il faut que tu continues à leur parler. Bien sûr. Et aux États-Unis, ça marche parce qu'ils sont éduqués comme ça, parce qu'ils sont construits comme ça d'un point de vue industriel. Nous, tu peux pas nous parler comme ça en tant que fan de sport. Mais du coup, nous, c'est vraiment notre rôle de gérer cet écosystème. Alors, c'est le truc vraiment à l'anglaise de dire c'est un win-win. Mais pour nous, c'est vraiment de se dire faut que toute l'industrie soit gagnante-gagnante. Et au final, tu vois, les gros clubs, je vais pas dire qu'ils sont perdants. Regarde depuis plusieurs années. Alors oui, ils pourraient être encore plus, peut-être avares, ou certaines organisations pourraient gagner encore plus. Mais au final, ils vont le faire parce qu'ils mettent tous en place leur stratégie de développement et tout. Et ces gros clubs sont déjà une force, c'est déjà une force de frappe en dehors de l'Europe et tout ça. Donc, in fine, oui, ils vont grossir, mais il faut penser écosystème. Et nous, en tant qu'UEFA, qui sommes au cœur de tout ça, c'est comment tu penses aussi football, et justement football de base au cœur. Et c'est le but. Et d'ailleurs, ça me fait une petite transition pour revenir sur ce que je disais sur la stratégie du Innovation Hub. On a différents produits. J'ai parlé des clusters. On en a d'autres. On a créé le UEFA Startup Challenge. Qui est comment en fait on a fait une mini compétition pour que l'UEFA fasse des partenariats, des collaborations avec différentes startups. On en a pris 7. On a signé 6 contrats maintenant, même post proof of concept, donc après 3-4 mois. Donc c'était plutôt réussi. Et on a même switché directement, on a basculé sur un Open Innovation Scheme, donc qui nous permet maintenant en fait l'Open Innovation Scheme, c'est que sur une ongoing basis, donc de manière indéterminée, enfin à n'importe quel moment de l'année, on peut décider de faire un partenariat avec une startup. Alors que le Startup Challenge, t'es un peu contraint par une timeline, par une certaine date, qui parfois ne fit pas avec la business unit à l'interne, qui a une strategic roadmap qui lui permet pas d'embarquer une startup à un certain moment, ou la startup qui doit faire face à d'autres clients ou d'autres besoins et qui ne peut pas délivrer ce dont tu as besoin dans les 2 semaines. Oui, la maturité n'est pas la même. Exactement. Donc là, du coup, on a pris une approche un peu plus flexible. Donc on se garde le droit, bien sûr, de refaire des startup challenge sur des problématiques bien précises avec une business unit ou 2-3 business units pour qui ça peut bien marcher d'un point de vue timeline. Mais aussi, on a créé cette Open Innovation Scheme qui nous permet, nous, d'engager avec même des universités, des solutions, des SMEs, donc des petites et moyennes entreprises et des startups. Donc voilà, dans l'Innovation Hub, c'est ce qu'on fait aussi avec l'Open Innovation, c'est que après, c'est à chaque organisation de comprendre un peu son modèle, mais pour nous, on a mis aussi, ça nous a pris, je pense, 2 ans à bien crack the code. Donc c'est vraiment craquer le code de l'innovation, c'est que selon la phase de maturité de l'organisation, selon les ressources du Innovation Hub et du time to results, qui est clé, c'est les 3 paramètres clés, tu définis ta stratégie. Et pour nous, du coup, on a vraiment compris aussi quelles étaient les limites de, par exemple, travailler avec des startups qui étaient trop jeunes. Ou quelles sont les limites aussi de pousser certains projets en interne. C'est quoi les limites qui marchent pas? Ouais, donc les difficultés que tu as, en fait. Tu n'as pas oublié tes questions sur les limites. Non, ouais, sur les difficultés. Je dis croustillant. Il l'oublie pas.
Non, mais c'est intéressant de savoir parce que c'est vrai que nous-mêmes, tu vois, on bosse qu'avec des startups, etc. Et donc, qui ont différents niveaux, tu vois, en termes de revenus, en termes déjà de clients, etc. Qui sont implémentés sur différents territoires. Et c'est vrai que c'est intéressant de savoir quelles sont justement les limites en termes d'organisation que toi, tu rencontres. Bon, alors nous, déjà, si je parle juste startup, c'est que déjà, on est perçu UFA, que ce soit des startups européennes ou américaines ou asiatiques. Ils pensent UFA, ils pensent qu'ils ont accès à tout le monde. Ils pensent parce qu'ils ont UFA. le modèle américain. Exactement. Ils pensent que comme tu arrives dans une ligue, c'est comme s'il y avait un CBA, donc un Collective Bargaining Agreement, donc ils peuvent avoir accès aux joueurs, ils peuvent avoir accès aux clubs qui jouent dans la Champions League, aux ligues. Alors oui, on a accès, oui, on parle, oui, on a nos compétitions. Mais t'as pas autorité. Mais on n'a pas autorité et l'environnement est tellement différent. C'est pour ça qu'on a mis en place des clusters, pour justement avoir ces passerelles et qu'on puisse travailler avec la Bundesliga, qu'on puisse travailler avec les clubs, pour qu'on puisse tester ce genre de choses. Mais déjà, un premier écueil, c'est de penser que voilà, ils ont un accès fully unlimited, je dirais. Après, l'autre souci plus qu'on a, c'est sur les startups, il faut vraiment qu'elles soient, je dirais. En plus, nous, on a une réalité particulière. UFA, on a un contexte, une réalité, un environnement très particulier. De par notre relation avec nos sponsors, les broadcasters, nos droits sur 3 ans, qui sont un peu différents des ligues nationales. Et la Champions League, qui est quand même the best of the best. Voilà notre placement de produit, qui fait qu'on est aussi très risk adverse. Donc, d'une certaine manière, on est très reluctant, on est très réticent à aller dans l'innovation et dans le test. Alors, on en fait. Mais on va essayer d'utiliser plus les compétitions mineures, donc les Tier 2, Tier 3 competitions comme la Youth League, les moins de 19 ans, moins de 17 ans pour faire vraiment les phases de test. Et ça la boucle est bouclée avec le Women Football dont exactement on parle. Aussi. Mais les startups aussi, elles pensent tout de suite Champions League clinquant. Je te dis direct. Ouais. Alors que la poule d'or, quart de finale, demi-finale de Champions League, c'est pas là où je vais tester un truc et où ça va cracher. Clairement. Donc ça, c'est un truc, faut que les gens ils l'aient un peu en tête aussi, c'est que c'est aussi, je vais pas dire la poule aux yeux d'or, mais c'est ce qui drive tous nos revenus. Il est hors de question qu'on ait des problèmes ou qu'on ait un crash test à ce moment-là. C'est ton produit premium, c'est ta vitrine, exactement. Tu peux pas la et après, je pense qu'il faut que tu aies une segmentation de tes startups ou de tes, on va dire, partenaires dans ton écosystème. Et nous, bon, je vais dire, si tu en as 4, le 4e qui est la plus avancée, qui est la Next Unicorn, nous, on parle pas à ces startups. C'est pas qu'elles nous intéressent pas, c'est que j'ai pas encore les ressources et on n'a pas la possibilité d'identification pour y faire face, donc c'est pas pour nous. De l'autre côté du spectrum, tu as la première. Donc, tu as les premières startups. Je veux dire, c'est 3 gars dans un garage. Là, pour nous, c'est impossible on n'a pas les ressources, on n'a pas la maturité pour les aider. Et donc, ce que tu dis, ça rejoint tes process en interne. Exactement, en fait, ça rejoint tes process en interne. Quelqu'un, voilà, pour être aussi agile qu'eux, finalement. Mais c'est pour ça que toute stratégie d'innovation, pour tous ceux qui nous écoutent et que ça intéresse aussi sur de la business transformation, il faut vraiment avoir en tête donc tes ressources, mais la phase de maturité aussi de ton organisation et la time to result. Parce que beaucoup de gens, tu auras besoin du buy-in, du top management. Donc, tu as besoin de quick win. Au début, tu auras la mise en place de projets, de produits qui te permettent de montrer tes KPIs, qui te permettent de montrer, on a engagé tant de startups, on est visible, on a incubé tel projet à l'interne, on a créé telle synergie. Et c'est ça qui, en fait, démonte ta valeur et qui permet, en fait, après de scale. Donc, au début, tu es plus là pour montrer. Donc, nous, c'était vraiment avoir un branding et montrer que le UEFA Innovation Hub, c'est get recognition, donc être reconnu, être connu. Derrière, c'est plus scale. Donc là, c'est vraiment comment tu développes un peu plus. Et après, c'est self-sustaining, modèle et revenu generator pour jusqu'à 2024. Mais sur les difficultés, du coup, si je reviens sur les startups, les plus intéressantes, je dirais que c'est les 2 et les 3. Les 3, c'est celles qui sont vraiment advanced stage et c'est vraiment celles-là qui nous intéressent. C'est celles qui ont vraiment fait déjà des tests, qui ont déjà un produit qui marche, qui fonctionne ailleurs et qui, pour nous, ont déjà des SDK ou des API. Donc, tu pourras expliquer peut-être tous ces termes. Ouais, des kits de développement qu'on peut plugger, c'est déjà sur une application, un site web existant. Nous, exactement. Pour nous, c'est juste qu'on utilise des solutions qui sont existantes, qu'on plug in dans notre écosystème, sur notre infrastructure et qui fonctionnent. Et là, on rigole parce qu'avec JB, on a déjà eu des sujets communs par le passé sur tout ça, c'est pour ça. Donc, pour nous, c'est vraiment clé de voir comment ces startups peuvent démontrer une valeur ajoutée très rapidement. Et donc, si la startup, elle est pas assez avancée ou si son produit, il est trop minimum viable, pour nous, ça marchera pas. Ou en tout cas, c'est que à l'interne, on n'est pas encore prêt, on n'a pas les reins, on n'a pas les épaules assez costauds pour embarquer des startups sur 12 mois pour faire vraiment des projets innovants de long terme. Mais c'est plus
Là, on est plus sur on va dire de l'innovation incrémentale où le produit est existant, le business model est existant et on fait de l'innovation, on crée de la valeur là-dessus. Mais on n'a pas encore on est en train de mettre ça en place sur soit des nouveaux produits, soit des nouveaux business models. Mais ça requiert, et tu vois, ça fait 2 ans qu'on a lancé l'Innovation Hub, maintenant, 18 mois, c'est en train d'arriver. Mais du coup, pour les difficultés, c'est vraiment de sourcer les startups qui ont ces produits qui nous permettent de driver de la value et qui permettent une intégration assez rapide pour les business units et qui s'intègrent très rapidement avec la roadmap stratégique de chaque business unit. T'as déjà eu de grosses surprises? Dans le sens, t'as catégorisé une startup en 2 ou en 3, tu t'es dit parce que c'est là qu'elle est vraiment, son produit, le potentiel c'est celui-là, alors qu'en fait non. Pas encore. Pas encore? Pas encore. D'accord. T'en as vu ailleurs? Oui, encore oui. Mais c'est plus en positif. Bon, alors oui, on a aussi en négatif. T'as aussi des startups qui te promettent monts et merveilles et puis tu fais une proof of concept et en 1 mois, t'as compris que ça allait pas marcher. Ouais. Mais là, du coup, t'as le contrat, t'as tout. Donc de toute façon, on fonctionne très sur proof of concept sur 1 mois, 3 mois, 6 mois selon le produit. Et du coup, pour nous, c'est facile de mettre un terme à la proof of concept ou de voir que de toute façon, la technologie fonctionne pas et donc de pivoter ou de shifter très rapidement. Ouais, donc en fait, je te posais cette question-là, potentiellement des crashs que tu as pu avoir, etc. Parce que ce qui est réel dans l'univers de la startup, c'est le volume. T'as beaucoup de startups, t'as des gens, comme tu dis, t'as 3 mecs dans un garage, dans chaque ville, t'en as 1000, tu vois. Donc comment ce travail d'identification, comment tu le fais, comment tu peux aussi passer outre ceux qui sont très bons en marketing et moins bons dans leur métier, et puis du coup comment tu arrives à identifier ce qui dans le futur va être un truc porteur et va pouvoir servir à l'UFA dans sa transformation. Donc ça c'est vraiment une des propositions de valeur clé de tout Innovation Hub, c'est vraiment un peu ton cœur de métier. Ouais. Je dirais que pour nous clairement, tout le monde à l'UFA se fait pitcher, on reçoit, nous de l'Open Innovation Scheme, on a beaucoup de demandes. Et même dans le digital, même football, même les NA. C'est quoi en termes de volume à peu près pour que les gens se rendent compte Je peux pas trop dire, mais tu peux avoir clairement. Bon, après, on a des gens qui filtrent aussi pour nous, tout ça, mais par mois, tu peux facilement avoir 50, 60, 70 personnes qui viennent te dire telle nouvelle techno, telle nouvelle solution. Tu prends 1 heure avec chacun d'eux pour comprendre leur business. Donc clairement, c'est dur. Et c'est surtout que ces gens-là, de nouveau, ils ont une mauvaise compréhension de ce qu'est l'UFA, de ce qu'est le sport écosystème en Europe, de comment fonctionne la pyramide du football. Et ils pensent que tu es décideur de tout, ou ils pensent que s'ils se plug, ils ont accès à des joueurs. Or, les rights et les assets qu'on a, ils sont différents. Et du coup, c'est tout ce misunderstanding. Donc, pour revenir à ta question sur comment on filtre, pour moi, maintenant, c'est clair je reviens sur la grille. On se concentre vraiment sur le segment 3, qui est vraiment celles qui sont advanced stage, et pas trop sur le segment 2, qui sont entre 3 gars dans le garage, et vraiment une advanced stage qui a déjà pas mal de clients et qui run. Donc, on évite quand même les startups qui sont trop MVP ou qui ont un peu dépassé ce stade de MVP, qui commencent déjà à avoir leurs clients. Parce que on a aussi eu pas mal de difficultés. On va dire que, en fait, c'est plus que nous en interne, on n'est pas prêts. Et parce que les startups sont en mode survie 24 heures sur 24. Et nous, on est vraiment, je vais pas dire un paquebot, mais on a une organisation qui a un temps long et on prend pas des décisions dans les 2 heures ou dans la journée. Donc clairement, le fit, il fonctionne pas trop. Donc clairement, le rôle du Innovation Hub, c'est d'identifier quelles sont les bonnes startups, pour quelle division, pour quelle unité, et c'est surtout de voir le strategic fit. Donc j'en reviens à la stratégie et la vision holistique. Le plus important, c'est que le UEFA Innovation Hub, il est pas là pour se substituer aux business units. En fait, il sert de mission support aux business units pour les aider à être plus innovants et pour les aider à identifier des solutions qui peuvent les aider à répondre à leurs besoins business. Voilà. C'est hyper transverse, en fait. Exactement. Et bon, là, je parlais des besoins marketing, mais on a des besoins opérations, on a des besoins NA, même dans l'éducation, dans l'e-learning, quelles sortes de solutions peuvent nous aider? Pour les coachs, quelles sortes de solutions peuvent les aider? Dans le médical, c'est la même chose. Donc, et dans l'opération, comment tu délivres un nouveau event? Bon, après, là, on parle beaucoup du remote production et tout. Donc, c'est vraiment d'essayer de voir sur le marché
quelles sont les solutions qui vont venir ou qui vont émerger et dans quelle mesure nous on peut se préparer ou aider par rapport au strategic fit. Mais Tu me fais une passe décisive mais parfaite, justement, ça allait être ma dernière question. C'était de savoir un petit peu. Ne rate pas si tu fais une passe. Ouais, exactement. Quelles sont les tendances en fait sur les prochaines années que toi tu imagines. Bon, comme on a parlé de la crise sanitaire, évidemment, ça a probablement un impact aussi sur l'innovation. En termes de tendance, je me garderais bien d'avoir ma boule de cristal. Enfin, j'ai un peu du mal aussi. Enfin, oui, il y a certaines tendances. Oui, tu vois, bah, c'est ce que je disais au début, l'entertainment industry avec une sorte de merging, donc t'as une agglomération de différents produits, du sport qui vient se combiner avec la fashion, la culture, et c'est là que la proposition de valeur ajoutée du sport va émerger aussi. C'est que le sport n'est plus dans sa propre verticale, c'est plus le broadcast à la papa d'il y a 60 ans ou sur une télé où t'as rien d'autre. C'est aussi comment le sport s'ouvre à d'autres écosystèmes. Donc le sport, comment il va aider. J'ai pas parlé de ça. Je te fais un aparté en 2 secondes, mais on fera un deuxième épisode pour toi. Ouais, si tu veux. T'aimes bien, t'as plein de trucs à raconter. Là, la troisième verticale, ça s'appelle Curate. Donc, on a Cultivate, Connect et Curate. Et Curate, c'est vraiment sur how we catch future trends. Donc, c'est comment on anticipe les tendances de demain. Et du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Mais on fait de la recherche en behavior science ou en écosystème mapping. Et là, c'est comment tu penses, nous, UEFA et notre écosystème sport, mais vis-à-vis d'autres écosystèmes. Donc, par rapport aux opportunités data, aux opportunités gaming, par rapport aux opportunités nutrition. Et donc là, tu vas chercher des partenaires. Et par exemple, qui sait, mais peut-être que Nestlé va vouloir faire des partenariats. Ouais, enfin, donc, le futur, ce sera plus cette sorte de... tu auras une agglomération et le sport aura toujours... Nous, en tant que... On a un IP, on est des détenteurs de droits et on a une très belle image de marque avec des marques qui jouent dans nos compétitions qui sont très fortes et qui attirent du monde. Et la 4e révolution, c'est vraiment le capitalisme numérique. Et donc, c'est vraiment sur l'idée de comment les gens vont consommer plus sur leurs ordi, sur leur téléphone. Et du coup, c'est vraiment comment tu captes ça et comment tu monétises ces data, entre guillemets, ou cet attention spam. Comment tu le monétises, comment tu captes et comment tu t'en tires des meilleurs insights. Et quoi de mieux comme appel d'offres que le sport que tu merges avec d'autres produits, que ce soit fashion, culture ou autre. Et donc, c'est ça. Par contre, pour nous, le futur, c'est comment nous, on se prépare à ça en tant qu'organisation. Et là, je vais pas dire qu'on est loin, mais dans notre phase d'assessment, voilà, l'infrastructure, on est en train de la mettre en place. Après, tu as les collaborateurs. L'Innovation Hub, il est vraiment là pour changer le mindset des gens et les aider à les accompagner sur incuber des nouvelles idées, créer des nouvelles business lines, les aider aussi à penser différemment. Si tu as ça, d'ici 3-4 ans, on sera dans une meilleure position pour dire il y a une nouvelle crise différente peut-être du Covid-19, mais on est capable de shifter, on est capable de se redéfinir, on est capable de lancer la UEFA TV, un nouveau produit, quelque chose de nouveau, quoi. C'est plus ça comme je le vois. Ce que j'allais dire très rapidement avant de te laisser conclure, Dave, c'est que c'est une belle illustration de ce que vient de dire JB. Je pense que c'est trop tôt, hein. Forcément, la crise sanitaire, on a tous envie d'en parler. On fait tous des projections, nous les premiers, etc. Chez StatsPerform pour savoir où on va. Mais regarde ce que fait la NBA. La NBA reprend avec Disney. C'est pas neutre. Il y avait 1000 projets. Il y a 1000 manières de le faire. Peut-être pas 1000, mais au moins des centaines. Le choix qui est fait, c'est de le faire sur un campus Disney. C'est d'allier les 2 marques. C'est effectivement d'allier ces 2 puissances dans une période après une période qui a été très difficile. Et ça, je pense que c'est un début de réponse, d'autant que ça va de la NBA qui, en termes d'inno, en termes de prise de décision et d'action, est plutôt un leader sur ce qu'il fait dans le sport. Pour être proche d'eux, en plus, c'est bien pensé parce qu'ils n'auront qu'un seul lieu. Enfin, dans le début, c'était les franchises au même endroit. Donc, sur tout ce qui est behind the scenes, sur tout ce qui est un peu off-pitch, donc tout ce que veulent savoir les gens, en fait. Ce que t'aimes, c'est de voir ce qui se passe dans le locker room, c'est de savoir quand les mecs prennent l'avion, le bus, ce qu'ils se disent. Donc tout ce qui est un peu, tu vois, The Last Dance avec ses images d'archives et tout ce que les gens adorent et ce qui va générer aussi de la vue et ce qui va attirer les gens, c'est un peu ce côté croustillant de ce que t'as pas accès, ce qui est le behind the scenes. Et tu vas avoir en GV 2021 et là, ils vont sur être très forts. Disney+. Si la NBA est active avec Disney, et j'ai vu différents projets sur la table chez eux, mais pas que la NBA, les différentes ligues américaines pensaient au reboot, donc au restart chez eux. Mais un seul campus, c'était aussi avoir
des joueurs de différentes franchises, tu les vois comment ils vont aller s'entraîner, tu fais plutôt que d'avoir moi sur un podcast, t'as LeBron James, mon pote. Et tu le T'as diffuses. un storytelling et tu le diffuses. C'est notre objectif, mais pour le numéro 100. Ouais, écoute. Et j'espère que vous y arriverez à la source, les gars. Mais... Et janvier 2021 sur Disney+, t'as effectivement le behind the scenes, tout ce qui s'est passé dans le projet Reboot. Et la boucle est bouclée. Et puis, t'as ton NBA Pass où ils peuvent aussi te mettre tout le contenu sur derrière une fois. Et puis surtout, je pense que ce sera un contenu peut-être qu'au début pour les broadcasters, machin, mais après, c'est à eux. Donc, c'est toutes les images d'archives. Nous, on fait un gros travail aussi en termes d'archives. Comment tu engages avec parce que, regarde de nouveau, The Last Dance, c'est des archives, mais ça vaut de l'or. Regarde les audiences. Donc, ouais, le futur, j'ai un peu du mal à avoir la boule de cristal. Le seul truc, c'est que ce sera de plus en plus instable. Faudra être de plus en plus à même d'être capable de se transformer plus rapidement. Donc, faut mettre en place l'infrastructure et le mindset chez les gens pour être à même de shifter rapidement dans une industrie qui bouge. Voilà, c'est une belle phrase de fin, je crois. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, parce que je crois qu'on aurait pu rester encore quelques heures à parler de tous ces sujets. Le café est pas mal. J'ai le droit à un petit café ricolé, si je peux le dire, c'était pas mal. Plein de sujets à aborder. C'est dur en une heure, et on se rend compte même qu'on a dépassé un petit peu. C'est dur en une heure d'aborder tous ces sujets, tellement il y a de choses à dire. Mais en tout cas, merci JB, merci d'être venu et d'avoir consacré du temps pour discuter et échanger avec nous. Merci et merci Mathieu, toujours pertinent dans tes remarques. Et c'est un plaisir. Un plaisir d'être ton consultant de manière occasionnelle sur ce podcast. Bon, on se revoit vite alors. Ouais, Salut. Merci.